Salut à toi et bienvenue sur Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbidge et depuis 2018, j'aide les freelances à concevoir et construire une activité d'indépendant qui soit profondément alignée avec qui ils et elles sont et ce qui est important pour ces personnes. Et dans cet épisode, on va faire un pas dans ce sens. Pendant mon voyage au Québec en décembre 2021, j'ai eu la chance de discuter avec Justin Sirois-Marcil, qui est écothérapeute et qui se spécialise sur les sujets de l'éco-anxiété, c'est-à-dire les personnes qui ont une peur, panique de la situation climatique actuelle et pour qui c'est difficile de vivre cette situation. Et Justin les aide à passer de cette situation de paralysie à une situation de passage à l'action pour réaligner leur comportement, ce qu'ils et elles font au quotidien avec ce qui est important pour elles. Et donc ici, c'est l'écologie. Et dans notre discussion, on aborde tous ces sujets hyper intéressants et importants des valeurs humaines, de comment les identifier, les incarner, et évidemment, comment faire transitionner nos activités vers un engagement écologique et social qui, clairement, est au service de nous tous et toutes. C'est un épisode fascinant, d'une importance capitale, donc je t'invite à ouvrir grand les oreilles, concentre-toi bien sur ce que tu vas écouter, et on se retrouve bientôt. Abonne-toi à la chaîne pour ne rien louper des prochains épisodes, et surtout, continuer de suivre cette réflexion qui viendra, je pense, être complémentée par de futures vidéos. Donc abonne-toi et écoute cette conversation sur le podcast avec Justin. À bientôt. Bienvenue sur le podcast, Justin. J'allais dire Justin, mais c'est Justin ou Justin? C'est Justin, oui, Justin, c'est okay. Justin. Notre premier ministre, tu peux l'appeler Justin. Ok, c'est l'homonyme. Ouais. Trop content de discuter avec toi et un énorme merci d'avoir fait la route depuis Québec parce que du coup, on est à Montréal, mais t'es venu depuis Québec. Et c'est marrant parce que mon ami Kylian, qui est ici dans cette aventure que tu as loupé, qui fait son podcast aussi, il m'a dit les Québécois ont un autre rapport à la distance et à la géographie que nous en France. Je sais pas si c'est vrai. Oui, en fait, c'est clair parce que pour être allé un petit peu en France, le transport en commun, c'est, je dis dans le sens que les trains, tout ça, déjà c'est plus petit, c'est beaucoup plus petit, mais aussi c'est que il y a du service, là, ça roule, tandis qu'ici, après 7h30, Québec-Montréal, l'autobus, il n'y en a plus, là, c'est... Ouais, et du coup, j'ai l'impression que ce qui se passe aussi ici, c'est que voilà, 2-3 heures, c'est pas si loin. Oui. Alors qu'en France, 2-3 heures, c'est loin, tu vois. Donc c'est marrant. J'imagine, ouais. Le rapport à la distance, ça vient peut-être du fait que le pays est énorme aussi. Enfin bref, passons. La première question que j'aime bien poser aux gens quand on démarre une conversation sur ce podcast, c'est comment, mais surtout pourquoi est-ce que tu es devenu indépendant et tu t'es lancé dans ton projet d'indépendance sur lequel tu bosses en ce moment? Ouais, c'est une bonne question. En fait, je travaille pour une entreprise privée. Je travaille encore pour cette entreprise-là et comme travailleur social. Mais puis même si j'aime beaucoup ça, c'est-à-dire j'aime beaucoup la clientèle avec laquelle je travaille essentiellement avec infirmières, professeurs, je les accueille, puis je les aide dans le fond à surmonter les difficultés, là, par exemple, difficultés en emploi, difficultés de couple. Sauf que moi, j'ai vraiment une préoccupation qui est spécifique à l'écologie, puis c'était pas vraiment... il n'y a pas vraiment de clients qui vont venir au programme d'aide aux employés pour parler de ces questions-là. Okay. Donc, j'avais envie de développer un service qui permette d'attirer cette clientèle-là, parce que j'ai envie... C'est ça, je suis moi-même préoccupé par l'écologie, donc j'ai envie d'aider un peu mes pairs, si on veut. Ouais. Ok, donc c'était spécifiquement pour travailler sur le sujet qui t'intéresse. Exact. Ouais, c'est ça. C'est une passion, en fait. Là, ouais. Et du coup, c'est en 2019 que tu as commencé à faire ça, c'est ça? Ouais. En fait, ça faisait longtemps que je me demandais comment est-ce que je peux contribuer. Parce que, dans le fond, je fais pas de panneaux solaires, je fais pas de permaculture, je suis vraiment pas manuel. Là, fait que là, j'étais là... Avec les compétences que j'ai, comment est-ce que je peux aider à l'écologie? Comment je peux aider face à ce grand phénomène-là? Ouais. Puis 2019, en fait, j'ai découvert le terme éco-anxiété à travers, je pense, c'était une vidéo de Vice. Là, puis c'était un peu la même année là, où est apparu dans l'espace médiatique là, Greta Thunberg, là, ou en tout cas 2018-2019, là, fait que le mot est apparu, en fait. En tout cas, dans mon champ de vision. Puis là, j'ai dit, ben oui, je vais aider les gens éco-anxieux. Dans le fond, moi, je suis intervenant, je fais de la relation d'aide, je suis thérapeute, donc je peux aider les gens, dans le fond, à surmonter. Sauf que je savais pas vraiment
j'avais à découvrir ce que c'était un peu plus. Là. J'avais une idée parce que moi-même, ça me préoccupe. Donc, c'est pas si loin de Donc moi. ça te parlait, il y avait un écho, quoi. Oui, exactement. Fait que ma première initiative, en fait, ça a été d'organiser un groupe où j'ai rencontré plein de gens qui vivaient cette problématique-là. Donc, je me suis associé avec un organisme communautaire qui s'appelle Crack Bitume. Il y a eu un appel à tous, puis là, une dizaine de personnes sont venues. Le plus vieux devait avoir une 60aine d'années, la plus jeune était adolescente, puis ça a été un beau... Il y avait une belle homogénéité. Homogénéité. Oui, c'est ça. C'est un mot difficile à dire, je te l'accorde. Une phrase de diction. Ouais. Fait que c'est ça, fait qu'on on a échangé ensemble autour de ces difficultés-là, puis c'était vraiment intéressant. J'ai beaucoup aimé ce que l'adolescente a dit à la fin de la rencontre. Elle a dit tout seul, on a peur. En groupe, on a espoir. C'est comme ça qu'elle est partie. Là, je trouvais ça vraiment fort parce que c'est vrai que face à un aussi gros problème, être tout seul chez soi, on se sent impuissant. Là, ouais, c'est clair. Est-ce que peut-être pour les gens qui nous écoutent ou qui regardent, qui ne savent pas ce que c'est éco-anxiété, peut-être que le terme, ils l'ont déjà entendu, mais comment ça se manifeste, toi, du coup, de ce groupe de parole, peut-être que tu as des exemples de comment ça se manifeste chez les gens et tu peux nous en dire un peu plus? Oui, je commencerai d'abord, il y a l'idée de... C'est pas... faut d'abord commencer par dire que c'est pas il y a ce qu'on appelle les troubles de santé mentale, là, c'est pas considéré comme un trouble de santé mentale là, par l'Association américaine de psychiatrie, là, c'est-à-dire que anxiété généralisée est un trouble de santé mentale, puis dans éco-anxiété, il y a anxiété. Donc, il y a des symptômes liés à l'anxiété. Ça peut être genre, quand je pense à la catastrophe climatique, je me mets à avoir des sueurs froides, je me mets à ruminer ou je me mets à anticiper. J'ai le cœur qui bat plus vite, j'ai de la misère à dormir, j'ai de la misère à manger. Ce genre de symptômes-là. Mais c'est tout lié à l'idée, dans le fond, que il y a quelque chose qui arrive. Hein? L'anxiété, c'est beaucoup lié à l'idée d'anticipation. Hein? Donc, il y a quelque chose qui s'en vient ou qui peut être là. Puis, on va être touché par ça éventuellement. Puis même certains vont dire on est touché par ça. Ça dépend évidemment de où on habite dans le monde. Comme là, présentement, en Colombie-Britannique, on a un bel exemple, là, justement. Là, c'est une province du Canada, la Colombie. Là, puis il y a des catastrophes naturelles qui ont cours. Qui émergent, et puis la pandémie... qu'on a tous et toutes vécu quelque part, on pourrait l'associer à ça aussi. Quoi. Exactement, parce qu'il y a toute la question de l'étalement de nos habitats. Oui, c'est ça. Donc, c'est beaucoup ça, là, l'idée. Mais tu sais, c'est évidemment pas une définition, comment je dirais, très scientifique là, que je te donne là. C'est plus... dans le ressenti des gens. Dans le ressenti, comment ça se vit dans mes rencontres. Les gens que je vais rencontrer, par exemple, ça va être, par exemple... c'est ça, des fois ça peut aller jusqu'à avoir des idées suicidaires. C'est sûr quand que la personne a des idées suicidaires. Genre c'est à quoi bon, comme de toute façon. À quoi bon vivre? Oui, tu sais, à quoi bon vivre si c'est pour connaître la souffrance, tu sais. Wow. Fait que c'est certain que dans ces cas-là, tu sais, je vais toujours aller aussi. Chercher du support, là, je ne vais pas rester tout seul avec la cliente, parce que ça se peut aussi que là, il y a des enjeux un petit peu plus psychologiques. Ça demande ce qu'on appelle la psychothérapie, là, vraiment là, traiter des enjeux. Mais moi, si jamais la personne va pas jusque-là, si on veut, là, que ça reste quand même elle demeure quand même fonctionnelle, là, même si le monde peut lui paraître dysfonctionnel, on va travailler ensemble justement à qu'est-ce que tu peux faire, toi, comme individu, pour contribuer? Mais en même temps, qu'est-ce que tu vas faire comme individu pour prendre soin de toi? Trouver l'équilibre entre les deux. Pas tomber dans juste « je prends soin de moi » puis après moi le déluge, mais... je crée mon bunker et je me protège. Quoi. C'est ça avec mes guns, là. Et pas non plus être trop dans je contribue, mais je m'oublie. Puis je m'épuise, je me brûle finalement, là, tu sais. C'est un bon équilibre. J'ai très envie de creuser un peu plus dans ta pratique et tout, mais juste avant, j'aimerais bien comprendre comment t'en arrives à là. J'imagine que, tu vois, quand je faisais mes petites recherches ce matin, j'ai vu que ça fait longtemps finalement que tu es dans cette casquette travailleur social et que tu l'es encore. Et quelque part, j'ai l'intuition de me dire que ce fait d'être au service de personnes depuis si longtemps, c'est aussi ça peut-être qui t'amène à lancer cette autre activité ou avoir ces prises de conscience de... peut-être servir à plus grande échelle sur ce grand truc qui nous touche tous de l'écologie. Peut-être tu peux nous parler de ça, genre comment à ton sens ça a contribué toutes ces années en tant que travailleur social, cette casquette-là?
L'idée du travail social, en tout cas moi, comment on me l'a enseigné à l'école, à l'université, c'est... en fait, moi, ça a été très marquant, mon premier cours. On était en pleine élection fédérale au Canada, là, donc... le gouvernement en place, c'était un gouvernement conservateur. Donc, un gouvernement, tu sais, pour qui l'écologie et la question sociale, c'est pas vraiment important. Là, tout ce qui compte, c'est la croissance. Là, puis, diminuer le plus possible les charges fiscales. C'est vraiment l'objectif de ce gouvernement-là. Et là, notre prof nous avait dit, vous savez, le travail social, c'est pas une profession neutre. Hein? Donc, pensez-y aux prochaines élections. et voilà. Parce qu'effectivement, le travail social a le souci de la justice sociale. Donc, vraiment, l'équité entre les hommes, entre les femmes, entre les différentes cultures, entre les différentes classes sociales. Donc, on tend vers l'équité le plus possible. On œuvre à plus d'équité. C'est une valeur clé dans dans ma profession. Là, donc, fait qu'il y a beaucoup la question, tout le rapport à la domination, par exemple. Fait que des questions comme le féminisme, le patriarcat, donc le racisme, le colonialisme, toutes des questions que, veut pas, on aborde en travail social. Puis la question écologique, qui est une question vraiment inéquitable, là, parce que je veux dire, c'est les gens les plus désœuvrés qui vont en souffrir le plus. Là, comme tu disais tantôt par rapport aux bunkers, c'est vrai, là, il y a vraiment des gens qui ont des bunkers en Nouvelle-Zélande ou au large de Hawaï. Je pense que c'est Zuckerberg il en a, peut-être sûrement qu'il en a. Oui, c'est ça, tu sais. Donc, on n'est pas égaux face à ça. Puis l'idée, évidemment, c'est... Fait que oui, l'idée de justice est là. Puis pour moi, en fait, la crise écologique, c'est d'abord une injustice. Puis ça me taraude. C'est plus fort que moi. Ça m'énerve, là, tu sais. Ouais. Et puis j'entends aussi que cette question de l'alignement de ton métier qui vient du coup de cette valeur équité, prendre soin, redonner de la justice dans tout ça. Oui. Je pense aussi ce que tu fais maintenant, ça vient directement de ce truc de je fais quelque chose qui est en accord avec mes valeurs. Ouais. Et du coup, une de ces valeurs qui a émergé, que tu as eu envie d'honorer, qui n'était pas le cas, c'est cette valeur de prendre soin de l'écologie, quoi. Oui, tout à fait. Du vivant, en fait, parce que, je veux dire, si la planète c'était un caillou, on se poserait pas la question, oui. Mais ce n'est pas un caillou. C'est ça. Sachez, ce n'est pas un caillou. Si jamais vous en doutiez. donc c'est sûr que c'est d'abord, j'ai une préoccupation pour l'humain, c'est évident, là, je veux dire, puis est-ce que le fait que je suis quand même privilégié, dans le sens où je n'ai pas à me soucier de mon lendemain, le fait que j'ai étudié, que je viens d'une famille qui me permet peut-être de me projeter sur le plus long terme, là, fait que je me pose ce genre de questions-là, sûrement, par exemple, quand tu vis dans la pauvreté, puis que il faut que tu un peu comme la crise des Gilets jaunes, où on a de la difficulté à s'envisager le mois prochain. On ne sait pas si on va encore être dans son logement, on ne sait pas si on va... Fait que c'est difficile de se projeter dans des questions... à plus large horizon, quoi. À plus large horizon. Fait que je suis conscient que c'est un privilège que j'ai de me poser la question. Fait que mais c'est une angoisse qui est là, puis je pense qu'il ne faut pas non plus la négliger, parce que, justement, dans le fond, c'est de dire, j'ai ce privilège-là, mais je vais utiliser mes privilèges pour œuvrer plutôt que de juste en profiter. C'est un peu l'idée, en fait. Ouais, c'est hyper intéressant parce que je pense effectivement... Du coup, moi, j'ai un positionnement assez intéressant dans mon cercle social en France. Oui. Dans le sens où, du coup, je te disais, j'habite à la campagne, en Dordogne, et du coup, moi, je suis très présent dans cet écosystème entrepreneurial, tout ça. Donc, j'ai tout un groupe d'amis qui sont dans ce cadre-là, et presque exclusivement dans ce cadre-là. Mais j'ai aussi, du coup, chez moi, dans le coin, en Dordogne, il y a beaucoup de hippies. Ouais. Et mes parents étaient des hippies. Et du coup, j'ai tout un autre cercle social très engagé dans le militantisme écologique, dont certains même construisent des cabanes autonomes hors grid, tu vois, genre pas d'électricité, pas de réseau, pas d'eau, et où je vais faire des chantiers participatifs avec ces gens. Ah oui. Et du coup, je cohabite entre les deux mondes, et c'est hyper intéressant de voir l'évolution que j'ai dans ces différents mondes, et les différences de pensée, mais aussi les complémentarités de pensée parfois, parce que c'est deux mondes qui peuvent grave s'opposer, tu vois. Oui. Effectivement, comme tu dis... moi, je me considère étant plein de privilèges.
j'adore cette question de se dire, en fait, c'est pas a bad thing si tu transformes ça en des œuvres plus communes pour agir pour tout le monde, quoi. Exact, oui. Ouais, c'est super, c'est des communs, genre dans le fond, qui se développent dans les régions que tu occupes. Et si c'est commun ce genre de pratique? Non, je veux dire, c'est-tu un peu comme des ZAD? Est-ce que c'est un peu ça? Alors, je sais pas si c'est vraiment des ZAD, je pense Mhm. pas. J'en ai visité du coup et c'est pas exactement pareil. L'été dernier, j'ai passé en vélo dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Oui. Elle existe encore? Et alors, je sais pas si elle existe sous ces termes, mais en tout cas, il y a encore des gens qui l'occupent. Ok. Et c'était assez intéressant d'ailleurs de voir encore les scènes des années après ce Mhm. truc-là. Mais non, là, c'est plus des petites communautés locales Ok. qui se dressent autour de projets écolos. Notamment dans le nord de la Dordogne, il y a plein de gens, des trentenaires, qui sont en train de construire leur cabane et qui se rassemblent et qui s'entraident. Il y a des éco-communautés un peu à droite à gauche qui émergent et c'est des Ok. sujets que j'adore. À terme, j'ai envie de créer, vivre sur un éco-village moi-même Mhm. et lier l'aspect entrepreneurial avec ça parce que je trouve qu'il y a plein de choses à faire. Ouais. Mais enfin voilà, c'est juste pour dire, j'aime bien la rencontre de ces mondes et ça me parle ce que tu dis sur utiliser notre espace où on est nous dans la vie et utiliser ça pour contribuer Oui. et pas se dire bon bah je fais rien quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, Quelque part. j'ai plein de privilèges et j'en profite. Puis, Ouais, voilà. c'est tout, là, tu sais. Ouais. Et je pense même, tu vois, un truc que j'observe parfois dans mes pairs, c'est ce côté, je me juge moi-même Mhm. de mes douleurs parce que bon, mine de rien, ça va, tout va bien dans ma vie. Ouais. Qui suis-je pour souffrir sur telle ou telle chose? Mhm. Et je pense que ça fait partie de ton message de dire en fait, t'es dans une posture privilégiée, certes, mais t'as aussi le droit de mal vivre, par exemple l'éco-anxiété dont tu Oui, parlais. oui. Et l'idée, c'est pas de se juger de je devrais pas souffrir parce qu'en soi tout va bien, Oui, mais de transformer ça. exactement. Transformer ça, puis tu sais, dans le fond, on va souvent vivre ce qu'on appelle la culpabilité, au fond, puis on confond souvent anxiété puis culpabilité. Puis, tu sais, je veux dire, la culpabilité, c'est un peu un guide. C'est là pour nous dire, bon, là, présentement, tu te sens coupable. Ben, il y a deux formes de culpabilité, là. Il y a la culpabilité intrinsèque, qui est vraiment de dire, genre, ben, je me sens coupable parce que je suis pas cohérent avec mes valeurs, dans le Ok. fond. Puis il y a la culpabilité extrinsèque, c'est-à-dire je me sens coupable parce que je pense que l'autre, tu comprends ce que je veux dire? Oui, émet des jugements et tout. Ouais. Est pas d'accord ou, tu sais, dans le fond, même s'il me dit qu'il est d'accord, mais dans le fond, je pense qu'il est... Tu sais, dans le fond, tu comprends, c'est une espèce de... Je me juge à partir de ce que je pense que l'autre pense. Ouais, du jugement potentiel de l'autre sur moi. Exactement. Donc là, tu sais, sur cette culpabilité-là, tu sais, c'est une forme de culpabilité qui est moins aidante. Mais la culpabilité qui est vraiment basée sur, est-ce que je me sens coupable parce que dans le fond, je me sens pas cohérent avec mes valeurs? Ben, c'est super, tu sais, c'est important d'avoir ça parce que ça nous permet de nous guider, tu sais. Oh, ok, je me sens coupable, ok. Quelle valeur je respecte pas, tu sais, dans le fond? Oh, ok, mettons ma valeur de contribuer, tu sais, justement. Bon, ben, Colin, je vais y aller, je vais contribuer. Tu sais, est-ce que tu vois un peu l'idée? Ouais, carrément. Bah, ce que j'entends, c'est que un truc où on se dit ah c'est inconfortable, en Ouais. fait c'est au service de nous réaligner avec ce qui est important pour nous. Exact. Et c'est peut-être le signal de se dire intéresse-toi peut-être un peu à ce qui est important dans ta vie et pour Mhm. agir en cohérence. Exact, ouais, Hmm. tout à fait. Et je sais que ça, c'est intéressant qu'on arrive là-dessus parce que ça fait partie de la forme de thérapie ou psychothérapie que tu Ouais. as apprise et que tu utilises du coup aujourd'hui qui s'appelle ACT, c'est ça? Oui, thérapie d'acceptation et d'engagement. C'est vraiment la thérapie. Psychothérapie, je précise parce qu'au Québec, c'est vraiment un titre qui est réservé Ok. aux psychothérapeutes, aux psychologues. Donc, je ne fais pas de psychothérapie. Oui, ok. C'est important que Posons le cadre. Fait que, mais oui, thérapie d'acceptation d'engagement, tu sais, justement, mon approche est très, ben en fait, elle est très axée là-dessus, dans le sens où l'idée, c'est accueillir ce qui est vécu et une manière de le faire, c'est de s'engager. Donc, être à l'écoute de ce qui est vécu, dire, bon, OK, en quoi je suis pas cohérent avec moi-même ou avec les autres ou avec le monde dans lequel je vis, puis comment est-ce que je peux trouver de la cohérence? Ouais. Par quelles actions, en fait, je peux trouver de la cohérence? Parce que s'il y a une chose sur laquelle on a du pouvoir dans la vie, c'est nos actions. Tu sais. Donc, tu sais, nos émotions, c'est... on a l'impression... On peut les influencer, nos émotions, mais on n'a pas de contrôle sur nos émotions. Tu sais. Nos Ouais. pensées, on peut les influencer, mais on ne peut pas les contrôler. Tandis que nos actions, tu sais, à moins d'avoir des limitations, puis encore, on a des actions qu'on peut faire même si on est limité. Ouais. Mais ça, on a 100% de contrôle. Là, tu sais. Ouais. Et c'est cool que tu parles de ce truc de on n'a pas de contrôle sur
ressenti intérieur, parce que je sais que dans cette approche, je suis allé me renseigner un petit peu du coup pour aller Oui. creuser dans la c'est méthodologie. super. Et je vois qu'il y a beaucoup cette approche un peu mindfulness, qui est un gros mot qui veut Oui. dire plein de choses, Oui. mais en tout cas de tourner son regard vers l'intérieur de qu'est-ce que je suis en train de vivre dans cette démarche d'acceptation C'est dont tu ça. parlais, quoi. On est vraiment dans l'observation, là, tu sais, genre, OK, Justin est en train de se dire que il est nerveux parce que c'est la première fois qu'il fait un podcast filmé. Mettons, c'est une pensée que je pourrais avoir. Bon, ben, le fait de le nommer à la troisième personne, ça me permet de faire un pas de recul, puis de me dire, ah, OK, j'ai cette pensée-là. Mais dans le fond, c'est une pensée. Tu sais, c'est pas le réel. Ouais, je sais pas si je suis vraiment nerveux, c'est une pensée que j'ai sur... Exactement. Ou j'éprouve de la nervosité, mais c'est parce que j'ai bu 2 cafés ce matin. Ah, peut-être. Donc, c'est de faire juste un pas de recul, puis de se dire, ah, OK, je ressens une boule d'émotion au niveau du torse. Puis quand je respire, je sens qu'elle prend de l'expansion ou qu'elle diminue. Donc, c'est vraiment de poser un regard observateur, qu'on dit, c'est de s'observer sans... Puis s'il y a du jugement, ben on observe le jugement. Là, mettons que le jugement, il dit ah là, non, faut pas éprouver d'anxiété, c'est mal l'anxiété. Ben, mon moi observateur, on va dire, il va dire ah, OK, je suis en train de me juger. Justin Sirois est en train de poser un jugement sur l'émotion qu'il vit, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, carrément. Ouais. Et du coup, dans la démarche, ce que j'ai l'impression de percevoir dans cette démarche ACT, c'est utiliser cette observation pour transformer les émotions qu'on vit en des leviers d'action pour agir en exact. cohérence avec nos C'est plus valeurs. facile d'identifier ses limites, ses besoins, hein, qui nos valeurs, qui guident nos vies, hein, en fait. Là, fait que c'est nos besoins, nos limites, nos valeurs, c'est vraiment comme... C'est là-dessus qu'on s'enligne pour agir, là, justement. Là, donc c'est pour sortir un peu du tourbillon de voilà ce que je vis. Ouais. Et en prenant du recul, la démarche, ça m'aide à identifier ce qui est important pour moi, c'est ça un peu l'idée? Exact, oui, exactement. Bon, okay, par exemple, on prenait l'exemple de la culpabilité, qui, je trouve, ou même, l'anxiété, la racine de l'anxiété, c'est la peur. Donc, la peur, quand on a peur, c'est qu'il y a un danger, dans le fond. Bon, mais un danger pourquoi? Ah, OK, puis mettons, il y a un danger, par exemple, pour le lieu où j'habite. Ah, le lieu où j'habite, il est important pour moi, puis là, ben, on parle de le détruire pour... créer un aéroport. Pour créer un port, oui, c'est ça, exactement. Fait que là, ça me fait vivre de l'éco-anxiété, ou ça peut même me faire vivre de la solastalgie. Dans le fond, je suis nostalgique d'un présent qui ne sera plus parce qu'il va être détruit. Bon, ben OK, ben, ça parle de ce qui est important pour moi, finalement, ces émotions-là. Ben, qu'est-ce que je peux faire, dans le fond, pour protéger ce qui est important pour moi? Donc là, la peur m'a indiqué qu'est-ce qui était en danger, puis qu'est-ce que je peux faire pour surmonter le danger. Donc, ça peut être, par exemple, les classiques, faire une pétition, aller faire une marche, mais ça peut être aussi aller faire du lobbying auprès ou des fois des occupations. Ça, évidemment, ça prend différents niveaux là, dans ce que tu peux faire pour empêcher qu'un port prenne de l'expansion. D'ailleurs, à Québec, il était censé avoir un élargissement du port et ça n'a pas eu lieu parce qu'il y a eu une bonne mobilisation à Québec. Là. Okay, il y a peut-être d'autres facteurs, mais... mais ça joue, quoi. Ouais. Mais c'est hyper intéressant, ce côté, parce que je pense on peut souvent se perdre dans le tourbillon émotionnel. Et de le voir sous un angle c'est des indicateurs qui te permettent de te rapprocher, de prendre conscience de ce qui est important pour toi, pour ensuite agir en cohérence avec ça. Ça en fait des alliés, quoi, alors que souvent, les émotions négatives, si on peut les étiqueter en tant que telles, même si moi, dans ma perception, j'essaye de déconstruire ce truc, il y a des émotions positives et négatives, c'est juste un panel large. Mais celles qu'on étiquette souvent négatives, on peut se dire « Ah, j'aimerais ne plus jamais les vivre !» Alors qu'en fait, c'est des indicateurs de dingue. Exact. Mais en fait, moi, j'emploie le terme émotion agréable puis émotion désagréable. Parce qu'en fait, toutes les émotions sont utiles, comme tu dis. Puis, quand on vit des émotions agréables, c'est que ça va bien. Sauf que c'est pas long que l'humain, dans son besoin de sens, recherche les problèmes, parce que ça fait aussi partie du trip d'exister, c'est de surmonter les difficultés, tu sais. Fait que, effectivement, les émotions désagréables se pointent, là, la peur, la colère, l'impuissance, la tristesse, la déprime, puis... fait que c'est ça. Et du coup, est-ce qu'il y a... Du coup, si on reprend un peu cette démarche, on observe ce qui se vit à l'intérieur, je pose des mots dessus, j'essaie de prendre de la distance... Est-ce qu'il y a autre chose qui, dans ta pratique en tout cas, permet de
identifier de manière super claire ça, c'est une valeur fondamentale pour moi et j'ai envie d'agir en cohérence. Est-ce que tu as des trucs qui permettent de mettre des mots dessus peut-être? Parce que parfois j'imagine, tu vois, c'est flou, c'est ah tiens, j'ai peur pour ça me dit quoi? Et on n'arrive pas à poser des mots dessus. Ben, j'ai un outil, en fait, qui s'appelle la matrice, qui n'est pas de moi, là, qui a été inventé par un gars qui s'appelle Kevin Polk, qui est un adepte de la thérapie ACT, justement. Puis Ok. la matrice, en fait, ça aide un peu à trier. C'est comme une espèce c'est comme 4 cadrans, là, 4 cases, si on veut. Là, tu sais. Puis la première case qu'on remplit généralement ensemble en rencontre, c'est vraiment la case de qu'est-ce qui est important pour toi. Puis ce qui est important pour nous, là, on a l'impression que c'est bien profond, mais en fait, ça se manifeste, on le voit, quoi. Ouais, c'est ça. C'est qui ou quoi est important. Puis rapidement, les choses qui comptent vraiment pour nous vont surgir assez rapidement. Puis sinon, ben, on explore un peu. Puis c'est pas long, là, tu sais. Je veux dire que... On met le doigt dessus facilement. Ouais, exactement. C'est pas... Puis si on le trouve pas en posant ces questions-là, en allant voir un peu plus c'est quoi les peurs, parce que, tu sais, un autre des cadrans, c'est justement c'est quoi les choses qui sont désagréables, les pensées pas le fun, les situations qu'on n'aime pas vivre, etc. Ben, comme je disais tantôt, ce qui n'est pas agréable à vivre parle en fait de ce qui compte pour nous. Ouais. T'sais, si par exemple, j'ai peur du regard de l'autre, ben, ça parle du fait finalement que j'aime être aimé, j'aime être apprécié, j'aime être admiré, etc. J'ai besoin de me sentir à l'aise dans un groupe et ouais. Exact. Donc ça, des deux côtés, on finit par trouver, puis c'est pas très long, en fait. Là. Ouais, et moi j'aime bien cette pensée qui dit aussi quelque chose du genre qu'on peut pas s'empêcher d'incarner nos valeurs quelque part. Il y a toujours un truc qui nous rattrape et on est obligé d'agir en constance quelque part. Et du coup, de juste observer son comportement, je trouve que c'est souvent une clé de se dire « Ah ok, donc il y a ça, à chaque fois, je me comporte de telle manière, qu'est-ce que ça veut dire de moi et qu'est-ce que ça montre de ce qui est important pour moi ?» Et finalement, comme tu dis, moi, j'ai l'impression que ça, c'est un autre angle qui permet de prendre conscience de ce qui est important. Moi, par exemple, je le vois quand j'ai des débats, tu vois, je te parlais des deux mondes dans lesquels je suis, entre le monde un peu entrepreneurial et le monde un peu éco-militant. Et souvent, c'est des mondes qui s'affrontent, qui sont un peu polarisés l'un vers l'autre, tu vois. D'un côté, c'est les sales hippies qui n'ont rien compris à la vie. Et de l'autre côté, c'est les méchants patrons qui exploitent tout le monde, l'argent, c'est sale. Et moi, à chaque fois que je me trouve pris dans ce genre de conversation, je suis toujours un peu l'avocat du diable. Mais je suis toujours de l'autre côté du débat, tu vois. C'est jamais je suis grave d'accord avec toi, c'est en mode... Alors attends, c'est un peu plus compliqué que ça. Et j'essaie de ramener de la nuance. Et du coup, je vois qu'un truc hyper important pour moi, c'est cet équilibre des perceptions. C'est ramener de la nuance, déconstruire des trucs ultra opposés, tu vois. Et de ramener le côté, on comprend que la vie, c'est hyper complexe et c'est dur d'avoir une position supra-arrêtée. Et je vois que ça, c'est dans toute forme de conversation, même quand je suis plutôt d'accord avec la personne, j'arrive pas à m'empêcher de nuancer un peu les propos. Et donc ça me montre, ok, c'est important pour moi de pas tomber dans les énormes clichés ou les trucs ultra polarisés et de ramener un peu d'équilibre. Donc voilà, c'est une observation que je fais de moi-même avec le temps. Peut-être que c'est une de mes valeurs. Oui, la nuance dans le fond. Là. Oui, ben c'est hyper important, je pense, effectivement, d'être nuancé. Et en même temps, j'imagine qu'à certains moments de ta vie, quand tu es passé à l'action, il a fallu que tu tranches, donc là, la nuance, il a fallu que tu la mettes de côté. Hein, comme tu dis, encore une fois, ça c'est une nuance, c'est un paradoxe de dire la nuance, c'est pas toujours le meilleur truc. Oui. On est un peu méta, là. Oui, exact. Méta. Mais tu vois, c'est cool parce que ça me... Tu vois, moi, en ce moment, par exemple, cette année, c'est hyper bien passé pour moi dans mes projets. Et je suis en train de bosser sur un texte qui vient nuancer cette réussite. C'est un texte que j'ai envie d'écrire qui serait nommé 100 000 € de la sueur et des larmes pour déjouer le fantasme de boîte à 6 chiffres, c'est incroyable, blablabla, et montrer en fait la réalité derrière qui est je finis l'année, je suis épuisé, j'ai fait plein d'erreurs de gestion financière et du coup je me retrouve à payer beaucoup d'argent à plein d'autres gens et moins à moi, donc je suis pas forcément plus enrichi que quand je faisais que 40 000. Et ramener de la nuance dans les propos là-dedans, et c'est un truc qui me guide du coup, tu vois. Je vois, tiens, c'est important pour moi que le regard soit nuancé, qu'est-ce que je peux créer pour être en cohérence avec cette valeur qui est importante pour moi, et là on arrive peut-être sur la dernière phase de la partie acte qui est
l'engagement dans des Ouais. actions concrètes au service de nos valeurs. C'est ça, ton texte est une forme d'engagement, justement, auprès des... Dans le fond, tu veux pas, comment dire, bullshitter les gens Ouais. qui te suivent ou qui t'écoutent, puis dire, Ou ouais... qui fantasment le truc, tu vois. Ouais, c'est ça, là, puis qui ont la bagnole, puis le costard, mais que dans le fond, ils ont loué les deux trucs, puis... C'est pas vraiment moi, ça. Je ne connais pas trop, mais c'est pas vraiment moi. Fait que ouais, je comprends. Tu sais, dans le fond, tu expliques que oui, il y a des revenus, mais il y a aussi des dépenses, là, tu sais. Je veux Ouais, dire, et puis ça a un coût, en fait, Oui. Mhm. de faire ça. Exact. Hmm. C'est ça. Ben, un coût émotif, un coût physique. Ouais. Ouais. Ouais, c'est... Est-ce que je suis prêt à payer le prix, grosso modo? C'est Ouais. la question que j'ai envie de poser aux gens. Mhm. C'est une Parce bonne question. Parce que peut-être pas, en fait. Oui. Et c'est Mm. cool, Oui, parce que c'est un endroit aligné d'où on prend cette décision. exact. Hmm. Mm. Et du coup, j'avais une question pour toi sur ce côté agir en alignement avec nos valeurs. Ouais. À ton sens, et c'est peut-être une autre question méta, hein, pourquoi c'est important pour nous en tant qu'êtres humains d'avoir cette cohérence valeur-action, valeur-comportement? Qu'est-ce qui se passe quand c'est pas le cas? Oui. Enfin, Ben, ton analyse de ça. il y a un concept qui s'appelle, tu sais, je suis pas un spécialiste d'eux, fait que je vais vraiment expliquer comment moi je le comprends, là, mais c'est l'idée d'actualisation de soi, tu sais, la fameuse pyramide de Maslow à la Ouais. dernière... ce qu'on dit la dernière étape, mais on verra ensuite qu'il y a une autre étape que Maslow a rajoutée à la fin de sa vie. Mais la dernière étape qu'on connaît, c'est l'actualisation de soi, là, qui est vraiment l'idée de dire, c'est avoir une conscience, dans le fond, de ce qui se passe en dedans, dans son rapport à soi, de son rapport à l'autre, puis de son rapport au monde, tu sais. Oui. Puis d'agir en cohérence avec tout ça. Puis Hmm. ce qu'on se rend compte quand on est, par exemple, éco-anxieux, je fais un petit, un petit Ouais. pouce là-dessus, c'est que c'est difficile, quand on a des préoccupations écologiques, d'être dans l'actualisation de soi, parce que si moi je suis préoccupé par l'écologie, ben, les autres peuvent soit être indifférents ou trouver ça genre inimportant ou en fait agir finalement à l'opposé de ce qui compte pour moi. Puis même le monde dans lequel je vis, tu sais, objectivement, que ce soit la grande entreprise ou même les États, agissent pas en cohérence avec l'idée de l'écologie, tu sais, l'idée d'un équilibre, là, tu sais, dans le fond, de ce qu'on produit versus Ce qu'on les limites consomme. planétaires, là, Ouais. tu sais. Donc, ça fait que les gens éco-anxieux vivent un peu une crise d'actualisation de soi, si on veut. C'est difficile de s'actualiser quand le monde et les gens qui nous entourent sont pas cohérents avec ce qui nous habite. Donc, d'où l'importance, bien évidemment, d'aller, pas que, puis je trouve que c'est intéressant cette idée-là, justement, d'avoir un pied dans plus d'un univers, tu sais. Mais c'est important d'avoir un lieu où on partage des valeurs communes Ouais. avec des gens, parce que ça nous permet un peu de... De pas s'être totalement isolé dans son truc en mode tout est contre moi, quoi. Oui, c'est ça, tout est contre moi. Là où je travaille, puis avec la famille, c'est tout le temps, en opposition avec mes valeurs. Il faut quand même avoir un espace où on se socle, sent en cohérence. Là, Complètement. Puis, pourquoi je disais que c'est que Maslow, à la fin de sa vie, justement, il voulait rajouter une strate à sa pyramide des valeurs, sa pyramide des besoins, je veux dire, puis c'était le dépassement de soi. Pas dans le sens de se dépasser, genre devenir plus performant, meilleur dans le sport, mais plus sortir de soi. Donc, prendre soin, dans le fond, des autres, du vivant, être plus dans une quête spirituelle, mais tu sais, aller au-delà de soi, là, arrêter, dans le fond, de peut-être se regarder le nombril, puis d'aller dans le monde. Tu sais, c'est que je trouvais ça intéressant, cette idée-là. Elle n'a pas été rajoutée parce que c'était à la fin de sa vie, puis il est décédé, puis finalement, il n'a pas eu le temps, mettons, de vraiment bien théoriser son truc. Là. Ouais. Hyper intéressant. Donc ouais, en fait, c'est presque une sorte d'évolution de notre nature humaine, d'aller vers ces quêtes de nous actualiser, nous, et trouver un endroit dans notre vie où on sent que c'est en équilibre entre moi, ce qui est important pour moi, ce qui est important pour mon corps social, mais aussi pour l'humanité entière, le monde entier, quoi. Exactement, ouais. Mais aussi, ensuite, d'être... je contribue d'autant plus grâce à ça, quoi. Oui, tout à fait. Puis, c'est sûr que lui, il la présentait vraiment de manière très linéaire, genre, faut que je satisfasse mes besoins de base. Après, tu sais, dans la vraie vie, c'est pas ça. C'est pas linéaire, ouais. C'est tout parallèle, c'est entrelacé, tu sais, des fois, tu peux...
sais, je veux dire, il y a des gens qui ont faim, mais qui vont prendre soin de l'autre quand même. Tu sais, je veux dire, Oui, c'est c'est pas. c'est pas genre tu vis dans un pays extrêmement pauvre, puis c'est comme, ben, je peux pas me nourrir, donc je m'occupe pas de mes enfants. Tu sais, Non, c'est effectivement. sûr que t'as faim, mais tu vas quand même t'occuper de tes enfants, tu vas quand même socialiser avec ton prochain. Tu sais, c'est ça. C'est pas comme Mario Bros où tu passes les tableaux un Ouais. après l'autre. Là. T'es fait tout All en at the même temps. same Là. time. Ouais, Ouais. grave. Et ce qui rajoute la complexité Oui, de ça, du coup. oui. Ouais. Et c'est hyper intéressant parce que là, j'ai l'impression qu'on a bien voyagé un peu dans ton Oui. corpus théorique. Oui. Et comme tu le disais juste avant qu'on commence à enregistrer, ça, tu es en phase d'exploration de comment je l'adapte au sujet qui m'intéresse, qui est ce sujet de l'éco-anxiété, Ouais. et de comment les personnes qui vivent ça peuvent aligner leurs actions concrètes avec leurs valeurs écologiques. Ouais. Je suis curieux que tu nous racontes un peu ton aventure de, ok, je prends toutes ces idées, toutes les formations que tu as fait, enfin les apprentissages théoriques, et comment tu les penses petit à petit pour les appliquer à un sujet super précis, comme tu disais avant, où il n'y a rien qui te forme à ce sujet précis, quoi. Oui, c'est ça. Il y a pas de formation en tant que telle. Là, tu sais, il y a beaucoup d'études qui se font depuis les dernières années sur le sujet, mais ça reste tu sais, très... c'est beaucoup un recensement de qui vit de l'éco-anxiété. Tu sais, c'est plus ça là, que, bon, comment est-ce qu'on fait pour aider ces personnes-là, si on veut, ben, puis m'aider moi-même de fait, Ouais. tu sais. Euh, euh, Donc, moi, comment est-ce que je l'ai articulé? Ben, je pense, en fait, ça passe beaucoup par, je dirais, lire ce qui se fait. Puis comme, bon, je suis honnête, je suis pas très bon en anglais, là, je t'envie d'ailleurs là-dessus. C'est un avantage compétitif Fait que, hein? de pouvoir parler anglais, lire anglais, apprendre anglais. Oui, c'est ça, c'est super. Mais par contre, fait que, mon corpus, il est très français, je dirais, là, tu sais, parce qu'il y a beaucoup de matériel qui se fait en France, là, dans le Ouais. fond, que ce soit Jean-Marc Jancovici, Aurélien Barraud, Pablo Servigne, entre autres, là, tu sais, mais il y en a plein d'autres, des comme ça, qui sont comme, disons, des figures. Ouais, qui porte un peu ce mouvement. Exact, là, tu sais, à leur manière, c'est pas nécessairement des thérapeutes, mais tu sais, je veux dire, à partir de leur contenu, de leurs écrits, ben moi, ça me permet justement de créer du contenu sur mon site lobvert.com. Ben, tu sais, je crée du contenu, puis le fait de lire et d'écrire, ben, ça me permet justement de raffiner ma pensée, puis de toujours comme pousser ma réflexion. Tu sais, comme... Fait que puis justement, le dernier texte que j'avais écrit, c'était sur la question de l'actualisation de soi, tu sais, puis du dépassement dont je t'ai parlé il y a 2 secondes, tu sais, puis que je faisais le parallèle avec le surhomme de Nietzsche. Oui, j'ai puis- vu cet article. Ah oui, bon. Je l'ai pas lu encore, mais je me suis dit, tiens, trop intéressant. C'est des sujets qui me parlent, philosophie et tout ça. Donc. Exactement. Puis comment il a été récupéré finalement, tu sais, puis comment c'est difficile en fait de s'actualiser dans le monde tel qu'on est présentement, puis comment juste certaines catégories de gens parviennent à s'actualiser parce que leurs actions sont parfaitement conformes, puis c'est pas nécessairement à ces individus-là que les éco-anxieux s'identifient. Donc, quel monde, dans le fond, comme personne éco-anxieuse ou militante ou peu importe, on a envie de créer? T'sais? En fait, c'est beaucoup ça la question. T'sais. Là, tu parles, il y a ces milieux-là autogérés dont tu me parlais tantôt, mais c'est justement le genre d'espace auquel les gens qui me rencontrent aspirent. T'sais. Ouais. Fait que des fois, c'est beaucoup de... là, tu vois, je bifurque un peu de ta question, mais quand je rencontre les gens, c'est un peu de dire, bon, comment tu arrives aujourd'hui? C'est quoi finalement ton monde idéal dans lequel tu aimerais vivre? Puis, c'est quoi les étapes pour te rendre finalement? T'sais, parce que, OK, là, tu veux vivre dans un écolieu, ou tu veux vivre dans un commun, ou tu veux dans une ZAD, peu importe. Ben là présentement, tu es étudiant à l'université, tu as X argent dans ton compte. Bon, ben, tu sais, First step, qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est ça. C'est quoi les étapes, là, tu sais. Puis en quoi ta formation universitaire que tu es en train de suivre maintenant peut être utile dans l'atteinte de ton objectif plutôt que de dire, ben, je laisse tomber puis je m'en vais étudier l'agriculture. Ben, peut-être pas. Peut-être que, comme moi j'ai fait, c'est-à-dire, tu sais, peut-être que tu vas trouver ton compte comme, je sais pas moi, comme ingénieur ou comme informaticien ou, tu sais, dans le low-tech, par exemple, là. Super intéressant. Il y a 2 axes que j'ai envie d'explorer là. Oui. Il y en a un qui est cette réflexion de se dire, sur mon entreprise, en tant qu'indépendant, j'ai envie d'incarner mes valeurs écologiques. Oui. Et il y a plein d'actions qu'on peut faire. Parce qu'effectivement, comme tu le dis bien, ça ne veut pas dire faut tout quitter et faire de la permaculture. Exact. On peut déjà, juste à son échelle, de se dire, OK, c'est important pour moi, c'est une valeur cardinale que j'ai envie de respecter.
Et aujourd'hui, il se trouve que je suis indépendant et je fais, je sais pas, disons, du SEO comme Bérénice, qui est Oui. notre contact en commun, qui Oui. m'a recommandé de discuter avec toi. Comment je fais pour incarner mes valeurs dans ce cadre-là? Mhm. Et ça, je trouve que c'est une question qui ouvre plein de potentiel plutôt que de se dire, oh là là, le digital, c'est un truc horrible qui est anti-écologique Mm. et qui du coup crée de la dissonance cognitive. Comment je fais pour marier les deux? Et je trouve que tu as un bel exemple, comme tu disais, tu n'étais pas là pour faire de la perma, faire de l'agriculture, mais c'est ok, je prends mon bagage de travailleur social, cet intérêt pour la thérapie et ce que tu as appris, Exact. comment je l'applique à mes valeurs. Et ça, je trouve que c'est une question hyper intéressante et je pense qu'il y a plein de gens qui nous écoutent qui pourraient être inspirés par une question comme ça. Exact, oui, parce qu'en plus, c'est super fort le mouvement, tu sais, comme je disais, low-tech, là, tu sais, dire, bon, tu sais, vivre dans une société où il y a peu de technologie, mais la technologie est quand même présente, tu sais, donc, tu sais, puis ça va prendre des gens pour la Ouais. maîtriser, cette technologie-là, la fabriquer, oui. Mhm. Donc, c'est ça. Fait que le but, c'est vraiment d'aider les gens à cheminer vers ce monde-là où ils vont se sentir en cohérence avec eux-mêmes, les autres et le monde dans lequel ils vivent. Ouais, tu sais. mais à partir de où ils sont présentement. À partir de où ils sont et non pas à partir de ce qu'ils voudraient être. Tu sais, ce qu'ils veulent être, ben, c'est l'objectif, c'est l'horizon. Ouais. On marche vers l'horizon. On ne l'atteint jamais, l'horizon, ceci dit. Oui. On peut faire 8 fois le tour de la Terre, mais on ne l'atteindra jamais. Mais c'est ça, c'est une marche. Et ça rejoint du coup ce qu'on disait juste avant, qui est, lors de cette marche et ce cheminement, on est en train de construire un truc nouveau qui n'existe pas, qui est un peu comme toi. Je prends des apports théoriques et un métier et un apprentissage, Ouais. et je l'applique à un nouveau sujet qui fait que je crée quelque part un métier de toute pièce qui n'existait pas avant. Exact. Et c'est pas évident de le faire. Et je trouve que ta réflexion sur le fait de écrire, documenter, mixer des idées, ça permet vraiment bien de petit à petit construire ta propre pensée que tu transmets ensuite par ce que tu fais. Exact. Puis je construis ça en me rappelant constamment que c'est pas, comment dire, c'est pas une approche qui est basée, mettons, là, sur, tu sais, mettons, un corpus scientifique, là, genre plein d'études qui ont été Ouais. faites sur... Donc, tu sais, je vais pas arriver, parce que, tu sais, on voit souvent ça, là, tu sais, mettons, les nouvelles approches, tu sais, puis qu'on va présenter ça un peu comme, comme si c'était la nouvelle recette miracle, là. Donc, tu sais, je suis pas du tout là-dedans, je suis vraiment de dire, ben, je développe un truc, tout en restant tout à fait humble, que c'est quelque chose qui est en construction Ouais. et qui va demeurer en construction, tu sais, tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas des Ouais. professeurs ou des chercheurs qui vont vraiment venir raffiner cette théorie-là, tu sais. Sachant que tu as en plus eu un moment dans ton parcours, cette partie recherche, Oui. il me semble, et du coup j'imagine que tu es sensible à ça, de se dire, quand la recherche s'intéresse à un sujet et qu'on commence à développer plein d'apprentissage scientifique autour, Oui. c'est là aussi que ça aide le débat à se projeter, quoi. Exact. Puis c'est hyper important. Sauf qu'en même temps, je me dis, je vais pas attendre qu'il y ait Ouais. des études scientifiques qui me Qui disent prouvent, quoi ouais. faire avant d'aider les gens qui font de l'éco-anxiété. Tu sais, je vais dire, la thérapie d'acceptation d'engagement, de toute façon, c'est une approche qui est validée scientifiquement, là. Donc ça, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Puis après ça, ben aussi, faut pas oublier que la question écologique, c'est pas juste une question scientifique, c'est aussi une question philosophique. Puis la philosophie, c'est pas, je pense pas en tout cas que c'est pas seulement du domaine de la science ou de la recherche, et aussi, je veux dire, c'est une co-construction, là, tu sais. Puis, Je te rejoins à fond là-dessus. Exact. Et puis, moi, un truc que j'aime bien me rappeler, c'est que la science, c'est un truc qui est poursuivi par des êtres humains. Et du coup, qu'est-ce qui nous pousse à faire telle recherche ou telle recherche? C'est Oui. aussi des questions philosophiques. Exact. Et, Exact. et des valeurs. Et du coup, par exemple, peut-être qu'il n'y a personne encore dans le corps de recherche scientifique dont les valeurs et la philosophie vont les pousser à faire des recherches sur tel ou tel sujet. Ce qui fait que du coup, c'est peut-être aussi ça qui justifie une absence de matière sur tel ou tel sujet. Exact, oui, tout à fait. Mais en même temps, il y a des problèmes, puis il faut intervenir sur ces problèmes-là. Là, tu sais. Ouais, maintenant, now. Puis, quand le si jamais problème un est là. jour, quelqu'un me dit, écoute, Justin, finalement, dans ton approche, il y a telle chose que on se rend compte que c'est peut-être pas adéquat finalement, ben on ravisera. Mais ceci dit, je demeure très prudent dans ma manière d'intervenir, là. Tu sais, mon but, c'est d'utiliser des outils que je sais qui fonctionnent. Ouais. Donc, Et c'est hyper sain. Et en même temps, comme tu dis, à un moment, il faut pousser Oui. la frontière un petit peu Exact. et se dire, ok, bah, je vais prendre ça et je vais mêler avec ça et je vais le mêler avec ça.
et on va aller en exploration de chercher qu'est-ce qui est le plus au service des clients que j'ai envie d'aider. Et je pense que c'est ça qui nous permet de trouver un truc complètement unique aussi. Ouais. Et qui n'est pas juste je refais ce que 50 000 personnes ont fait avant. Et dans cette quête qu'on a quand on est indépendant de ne pas être remplaçable et que quelqu'un travaille avec quelqu'un d'autre juste parce que c'est moins cher. Exact. Je pense que ça fait partie de la quête aussi, tu vois, de comment je repousse un cran plus loin les frontières de ce qui a déjà été fait en mêlant plein de théories différentes, plein de pratiques différentes. Et j'ai l'impression que c'est ce que tu fais du coup. Oui, tout à fait. Oui, je développe quelque chose qui est unique à moi. Évidemment, je veux dire, c'est pas breveté, donc on pourrait recopier en tant que tel, mais bon, en même temps, c'est pas grave. Là. Tant mieux s'il y en a plusieurs. Là, je pense que c'est pas quelque chose qui... mais en même temps, on peut jamais vraiment recopier parce que c'est toi, quoi. C'est moi, c'est ça. Il n'y a pas d'autre Justin. C'est ça, exactement. Puis en même temps, j'aime bien aussi cette idée-là de co-construction parce que c'est le fait de rencontrer des gens qui vivent cette problématique-là qui me permettent justement de raffiner mon intervention, parce qu'il m'amène à me poser des questions. Puis il y a un échange qui se fait aussi au cours de l'intervention. Puis il y a quelque chose que je pense de quand même le fun pour les gens qui sont en intervention avec moi, de savoir qu'ils contribuent à développer quelque chose avec moi. Fait que ça, c'est le fun aussi. Puis ça donne du sens. Puis en fait, juste le fait de rencontrer un intervenant qui est préoccupé par la question écologique, ben ça fait que quand ils n'ont pas à, comment je dirais ça, expliquer. Parce que si tu rencontres un intervenant, disons, qui n'a pas cette préoccupation-là, disons. Ouais. Donc là, il faut que tu passes un temps fou à expliquer à l'intervenant en quoi c'est vraiment un problème, finalement, la crise écologique. Parce que il y a un risque que l'intervenant, peut-être va minimiser, ou va invalider, ou va beaucoup mettre l'emphase sur toi comme individu, mais pas toi comme individu dans le monde. Donc... Ouais, parce que du coup... Déjà, on vit pas dans le même monde en fait. Je pense quand tu dis intervenant, c'est imaginons je vais voir un psy pour lui parler de mon éco-anxiété et que cette personne n'est pas du tout dans ses préoccupations. Il y a besoin de bridge the gap un peu entre moi, ma perception de ce qui se passe dans le monde et lui, sa perception. Exact. Et du coup, il y a moins de reliant, quoi. Il y a moins de connexion, là, tu sais. Puis je veux dire, on s'entend, c'est quand même dispendieux. Rencontrer quelqu'un en intervention, tu sais, je veux dire, c'est bon, ça peut être parfois 100, 120 $ de l'heure. Fait que, tu sais, s'il faut que tu fasses de l'éducation à ton intervenant avant de pouvoir avoir le soutien dont tu as besoin. Ouais, compliqué, c'est une brique en plus, quoi. Ouais, puis que là, il y a de la résistance, parce que veux pas, c'est pas, mettons, genre, j'ai peur des araignées. Bon, j'ai peur des araignées, ben, tu sais, moi, comme intervenant, je suis pas touché par ta peur des araignées, fait que je vais t'aider, dans le fond, à surmonter ta peur des araignées, disons, tu sais. Mais je suis préoccupé par la crise climatique. Ben, comme intervenant, tu peux pas faire abstraction du fait que tu vis dans le même monde que ton client, puis que tu es touché par ça aussi. Donc, tu as nécessairement besoin de te poser la question, comment moi je vis la crise climatique? Comment je vis la crise écologique? Je pense que c'est hyper important, si on intervient avec des gens éco-anxieux, de se positionner comme praticien, là, justement, à savoir comment est-ce que moi, je le vis, ce rapport-là, c'est ça, à la crise écologique. Là, J'ai une toute dernière question pour atterrir sur un truc très concret. Des actions justement sur ça. Je veux pas qu'on tombe dans le truc de dire aux gens qui nous écoutent quoi faire, fais ça pour que ce soit plus écolo ton entreprise et tout. Mais peut-être qu'on peut donner un petit exemple chacun sur, parce que moi aussi c'est des valeurs qui sont importantes pour moi, sur qu'est-ce que toi tu mets en place comme action pour faire en sorte que ton projet et ton entreprise respectent ces valeurs écolo. Je sais pas si toi tu as des idées, des choses que tu fais en ce moment, des actions concrètes, au-delà du fait que le sujet sur lequel tu bosses est là-dedans, ce qui fait que bon voilà, c'est déjà une super belle action. Mais peut-être dans la forme de comment tu développes ta boîte, est-ce qu'il y a des trucs que tu fais là-dessus? Ben, comment dire, ben moi je pense que c'est vraiment, pour l'instant en tout cas, tu sais, je veux dire, c'est vraiment l'idée de vivre le plus simplement possible, je dirais, là, dans le fond, le moins ostentatoire. Tu sais, je veux dire, je suis loin d'être parfait, là, on est d'accord là-dessus, puis je veux dire, y a beaucoup du shame là, dans l'univers écolo, mais comme dans la plupart des univers très militants où on n'est jamais assez. Puis ça aussi, c'est un autre enjeu que les clients, quand ils viennent me voir, vivent. Tu sais, genre, la pression de c'est pas parfait, quoi. C'est pas parfait et ça le sera pas parce qu'évidemment, on vit dans un monde qui permet pas cette perfection-là, qui permet pas cette cohérence-là. Tu sais. Donc, mais je pense que de vivre le plus simplement possible, ben déjà, en soi, c'est un pas. C'est un petit pas, mais c'est un pas. Tu sais,
pour l'instant, moi, c'est ça. C'est ce que je vois là. Sinon, éventuellement, développer des savoir-faire, parce que ça, tu vois, c'est vraiment une faiblesse que j'ai. Je ne maîtrise pas, mettons, des savoir-faire minimales. Tu sais, là, je ne suis pas manuel. Là, tu sais. Donc, développer des savoir-faire, je pense Tu qu'à fais mon pas avis... ton propre savon, Justin, Non. voyons. Puis ça serait même pas pour faire des choses, mais Oui. bien plus pour gagner en confiance. Tu sais. Développer des savoir-faire, disons, qui permettent de satisfaire des besoins de base, ben, c'est une manière, je pense, de s'apaiser. Parce que tu sais, quand tu sais que tu peux être une aide utile à un groupe, en cas de crise, par exemple, ben c'est déjà apaisant. Tu sais. Quand tu as l'impression que tu vas juste être la personne qui va demander, mais qui n'aura rien à offrir en échange, ben c'est un peu stressant. Mais quand tu sais que tu peux contribuer au groupe dans une situation de crise, ben Ouais. tu vois un peu l'idée? Ouais, tu touches un peu ton peu de pouvoir de faire changer les choses aussi quelque part. Exact, tout à fait. Ouais. Moi, l'exemple que j'avais envie de partager, parce que c'est un truc que je vais expérimenter cette année pour la première fois, qui est quelque chose que j'ai envie de faire depuis longtemps, c'est d'engager la communauté qu'on est en tant qu'indépendant, qui créons nos projets, chacun avec nos valeurs, à give back. Et tu vois, c'est un peu, je sais pas si tu connais 1% for the Planet, mais c'est un peu dans le même sens que la réflexion de cette boîte-là. Et c'est de dire comment est-ce que moi déjà je vais le faire, mais je vais aussi inviter ma communauté à s'engager là-dedans. On sélectionne une asso ou plusieurs assos et on offre 1% ou X% de nos bénéfices pour contribuer à une asso. Et j'aimerais trop faire ça tous les ans. Tu vois, pour une sorte de truc de voilà, on s'est donné à fond, on a beaucoup reçu cette année. Continuons le cercle vertueux. Exact. Et ça, c'est un truc que j'ai vraiment envie de mettre en place avec les gens qui écoutent ce podcast. Donc, normalement, quand ça sort, ça sera déjà fait pour l'année 2021. Ah, c'est bon. Donc, fingers crossed que j'ai été cohérent avec mon intention de le faire. Peut-être pas, peut-être que je l'aurais pas fait, mais je pense que je vais agir là-dessus. Mais tu vois, ça, c'est une action où je me dis, c'est concret, tu vois. Et j'ai trop hâte de mettre ça en place. Oui, puis c'est intéressant parce que cet argent-là servira pas justement peut-être à combler des besoins qu'on appelle ostentatoires. Là. C'est-à-dire, fait que tu vas vraiment contribuer à des trucs qui vont être aidants pour des gens qui en ont besoin pour des trucs, disons, plus essentiels. Là. Fait que c'est super. Là. Et du coup, ça va dans le sens de l'équité dont tu parlais en début de conversation. Exact. La boucle. Tout est dans tout. Formidable. On va arriver du coup sur les questions rituelles de fin. Il y en a quelques-unes. Et la première, c'est si tu étais face à Justin au tout début de ton aventure en tant qu'indépendant, donc 2019, quand tu commences à bosser sur tes propres projets, c'est quoi le conseil que tu te donnerais 2 ans plus tard? Je me serais donné comme conseil de commencer, je dirais, à écrire plus tôt. Écrire plus tôt. Oui, parce que déjà, je sens, parce que depuis septembre, là, je publie un article par semaine. J'ai skippé 2-3 semaines, mais j'essaie de publier un article par semaine. Et vraiment, je sens que ma pensée évolue rapidement grâce à ça. Ça fait que elle se construit mieux, puis on dirait que ça me donne en confiance. Cette confiance-là me donne envie de poser des actions, disons, pour aller chercher des gens qui vont avoir besoin de mes services. Tu comprends ce que je veux dire? Comme par exemple, j'ai fait de l'affichage dans du vrac, dans des magasins de vrac. Il y a 2 ans, j'aurais pas fait ça. J'aurais manqué de courage parce que je veux aider, mais en même temps, je veux pas déranger, hein, le fameux syndrome de l'imposteur. On connaît tous ça. Donc, mais là, le fait d'écrire comme ça, ça vient me donner de la confiance. Cette confiance-là m'aide justement à... Puis d'avoir créé du lien aussi avec un organisme qui s'appelle Écomotion là, à Sherbrooke. Ça, c'est le fun, c'est arrivé en début là, de ma pratique, mais ça, je trouve ça... Ça, je dirais au Justin, ça, bravo d'avoir fait ça, parce que c'est hyper important justement de réseauter, là, l'idée du réseautage. Là, je pense aussi à une psy qui s'appelle Marie-Christine, qui est d'une grande aide dans les échanges qu'on a ensemble. Là, donc, c'est ça. Fait que Écomotion, c'est un super bel organisme qui font du groupe, qui font de la sensibilisation, tout en lien avec l'éco-anxiété, justement. Là, puis moi, je suis plus moi, Marie-Christine, puis Karine, on est plus le volet individuel. Là, ok, ouais. Et du coup, c'est
s'inscrire dans un mouvement déjà existant où tu peux contribuer un cran plus Exact. loin et ça aide. Exact. Ouais. Ouais, un mouvement qui n'avait pas le service que moi j'offrais. Oui. Ça, c'est intéressant, tu sais. Tu viens Ouais. complémenter, quoi. Mais comme je te dis, vraiment, cette idée-là de... Parce que, en fait, écrire, c'est que ça nous permet justement de vraiment s'approprier la matière, puis la pousser plus loin, puis nous l'adapter à notre... au service que nous, on offre, en tout cas. Fait que je trouve ça vraiment... Puis, je suis pas très bon en français, je maîtrise pas Tap Touch, mais quand même, je le fais, tu sais. Et c'est top, et c'est génial, et je pense que c'est le plus important. Oui. Ça parlerait beaucoup à un ami à moi qui dit que écrire est un super pouvoir. Oui. Parce que justement, un des axes qui pousse, c'est ça te permet d'explorer des sujets, de les creuser plus loin, de te rendre compte, ah tiens, ma réflexion sur ça, elle n'est pas encore parfaite, et du coup, de l'envie d'aller creuser plus loin et d'apprendre, et qu'au fur et à mesure, du coup, c'est comme ça que tu consolides un peu ton savoir. Donc, je rejoins à fond cette idée, je trouve que c'est une super piste. Et l'autre question rituelle qui vient juste derrière celle-là, c'est, dans ces 2 années de développement de ce que tu fais, c'est quoi la plus grosse difficulté que tu as rencontrée et comment tu l'as dépassée? Ma plus grosse difficulté, en fait, c'est une difficulté qui est intérieure. Tu sais, des fois, ça peut être des conditions extérieures, complètement. là, parce qu'au niveau extérieur, ça s'est quand même très bien passé. Mais au niveau intérieur, c'est vraiment... c'est un classique, c'est la procrastination, là. Écoute, puis en même temps, c'est intéressant parce que quand on lit sur la procrastination, ben c'est une belle façon de procrastiner, de lire sur la procrastination. Good point. On est encore un peu méta, mais ouais, Oui, c'est c'est vrai. ça. Mais c'est de le percevoir, non pas juste comme un manque de volonté, tu sais, genre, vas-y, t'es capable, là, tu sais, un peu comme, tu dirais, un dépressif, ben là, mets-toi un sourire d'en face, ou un anxieux, ben là, arrête de penser à ça. Tu sais, non, c'est pas ça. Procrastiner, il y a des stratégies à mettre en place il y a des habitudes à mettre en place pour sortir de ça. Parce que c'est être à son compte, en tout cas, surtout au début, moi, c'est comme genre, qu'est-ce que je fais de mon temps, là, tu sais, puis c'est facile de juste, mettons, aller parce que tu manques de confiance, lire, écouter des vidéos, parce que, tu sais, ou faire des tâches, ou peu importe, puis pas focusser sur, tu sais, puis produire, avancer, vraiment faire puis les choses. Là, je suis rendu à une étape où, justement, quand je me lève, ma priorité, c'est, bon, oui m'étirer un peu, faire un peu de sport, puis après ça, ben j'écris, tu sais, le reste, c'est pas important, là, la vaisselle traîne sur le comptoir, c'est pas grave, on écrit, tu sais, puis après ça, ben, on fait d'autres tâches comme connexes à l'entreprise pour justement, tu sais, que ça avance, puis que je me fasse connaître, puis que éventuellement, c'est ça. Ouais, donc tu as identifié vraiment que c'est là où tu fais les plus gros pas en avant et tu le priorises, quoi. Oui, ben est-ce que ça me permet d'aller chercher une clientèle? Peut-être pas, mais ça me permet à tout le moins, moi, comme intervenant, de peaufiner ma pratique. Puis avec les quelques clients que j'ai, ben ça aussi, ça me permet de faire une espèce de processus de va-et-vient entre réflexion et intervention. Puis c'est un cercle vertueux qui fait que... Ouais, avec le temps, forcément, ça développe plein de bonnes choses pour toi, quoi. Exact. Et effectivement, je te rejoins sur le côté... la procrastination, ça peut être l'effet secondaire de « Ah, il y a tellement de choses que je peux ou que je pourrais faire. Par où je commence? Je vais commencer par rien faire. » Parce qu'il y a trop. Et clairement, je pense que c'est hyper aidant de se focus et se dire c'est quoi la chose la plus importante et je me concentre sur ça. Et moi, j'aime bien avoir un état d'esprit de test en mode je sais pas si c'est la bonne solution, mais pendant le prochain mois ou les 3 prochains mois, je vais suivre cette voie. On va laisser les autres choses de côté et je vais faire ça et je verrai dans 3 mois, ok, qu'est-ce que j'apprends de ça? Ah, peut-être que je vais tester autre chose maintenant. Et ça permet de faire un peu le tri et de dire, on n'est pas obligé de trouver la bonne réponse maintenant. Peut-être que tu me donnerais une autre réponse si on discutait dans 1 an, par exemple. Mais je prends une voie et c'est mieux que de rien faire, quoi. Oui, ben c'est ça. Ben, en fait, c'est ce que je me suis dit. À partir de septembre jusqu'à fin décembre, j'écris puis je verrai à la fin décembre. Trop bien. Justement, est-ce que c'était pertinent de le faire? Ok, ben là on est début décembre, donc j'ai hâte d'avoir la réponse. Oui. Tu me diras. Cool. Et la dernière petite question, c'est on se tourne vers les gens qui nous regardent, qui nous écoutent. Et l'invitation, c'est que si tu as une question que tu as envie de leur poser pour réfléchir, peut-être aller un cran plus loin dans leur propre réflexion par rapport à notre discussion. Et en tout cas, l'invitation, c'est prendre un moment d'introspection sur leur vie et sur leur business d'indépendant. Ça serait quoi la question que tu as envie de leur poser? Ben, je
pense que c'est la question en fait que je pose. Est-ce que je me tourne vers la caméra? Tu peux, si tu as envie de les regarder dans les yeux, tu C'est peux, bon. tu peux te tourner Mais, vers la caméra. en fait, la question que je me pose, c'est comment vous faites pour trouver l'équilibre entre justement votre engagement dans ce qui est important pour vous, donc votre business, vos valeurs, vos besoins, et justement votre bien-être. Tu sais, plus votre sphère de ressourcement. Tu sais, donc, c'est quoi les actions que vous posez à la fois pour vous ressourcer et pour vous engager dans ce qui compte pour vous? C'est vraiment cette question-là que j'ai envie de poser. Puis c'est sûr que ça va être des réponses qui vont être différentes de celles que je reçois par mes clients, parce que c'est peut-être pas tous des gens éco-anxieux qui écoutent le podcast, mais je pense que c'est une question qui se vaut dans pas mal tous les domaines. Là. Grave. Ouais. Et je pense que c'est très facile de se perdre dans toujours faire plus pour les autres, Ouais. notamment dans ce truc que tu disais de contribution. Mhm. Tu vois, quand on est engagé dans des grandes causes, souvent on s'oublie soi-même dedans. Mhm. J'ai l'impression que c'est très courant dans les milieux associatifs et militants, justement, d'être tellement engagé pour autre chose que nous, on se met à mal. Et moi, j'aime bien apporter cette réflexion de me demander l'endroit où je contribue le mieux, c'est quand j'ai toutes les ressources pour le faire. Tu vois. Ouais. Et du coup, j'adore cette question de trouver l'équilibre entre comment je contribue à avoir des ressources pour ensuite les offrir et créer le cercle vertueux qui va avec. Donc, ça me parle. Pour les gens qui veulent en savoir un peu plus sur ton travail, te suivre, peut-être lire cet article sur le surhomme de Nietzsche et les autres, où est-ce que je peux les envoyer pour venir discuter avec toi? Lobevert.com. J'ai une page Facebook aussi, Lobevert. C'est vraiment là, je te dirais que je suis actif pour le moment. J'ai un LinkedIn, mais il n'est pas très, Très actif. pas très nourri. Là. C'est difficile à un moment donné, c'est être sur toutes les plateformes. Là, fait que... Puis ça aussi, ça peut être un objet de procrastination, justement. Là. Donc, j'ai vraiment focusé sur, pour l'instant, Facebook, mon site Internet, et éventuellement, quand je me sentirai confortable, là, ailleurs, c'est ça, peut-être. Très bien. Bah, je mettrai les liens dans la description. Déjà, pour ces 2 endroits, c'est déjà très bien. Ouais. Merci beaucoup, Justin, c'était top. Merci à toi, Thomas. Prends soin de toi, bye. Yes. J'espère sincèrement que cette vidéo et cette conversation t'a plu. Si tu as envie de retrouver tous les autres échanges de cette saison du podcast, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, mettre un pouce bleu, partager ce que tu retiens de cette conversation dans les commentaires. J'ai très envie de savoir qu'est-ce que tu as appris de l'expérience de cette personne, qu'est-ce que tu retiens pour toi. Et si tu as envie d'aller plus loin et aller creuser un peu plus encore dans ces apprentissages pour progresser dans ta vie et ton activité d'indépendant, tu retrouveras dans la description le lien vers ma newsletter, qui est l'endroit où je pense que je partage le meilleur de tous mes contenus. Donc clairement, va dans la description, abonne-toi à ma newsletter et chaque semaine tu recevras des conseils, des pensées, des contenus pour t'aider à progresser dans ta vie d'indépendant. Je te retrouve à l'intérieur et je te souhaite une merveilleuse journée en attendant la sortie du prochain épisode de Young, Wild and Freelance. Bye bye.